Yola Team OPC Blue et cette fois on se voit pour la review du chapitre 1007. Un chapitre qui crée du débat, et c'est le cas de le dire. Que ce soit entre les gags, le retour d'Oden et la façon dont Oda gère le concept de mort dans son œuvre et dans cet arc. Mais avant de parler de tout ça, je tiens à t'inviter à me suivre sur ma chaîne Twitch Blue Kai Senpai. On y parle One Piece, j'y fais des reacts d'animes, de mangas, de films d'horreur, le lien est en description. Sur ce, commençons. Pour commencer, nous allons parler du concept de mort dans One Piece, et plus précisément dans cet arc. Cet arc est axé sur ce thème. On le comprend facilement dès le début de l'arc quand on te montre que Luffy a fait le deuil de la mort d'Ace, ou encore quand on te présente Kaido comme étant immortel, ou encore quand on te montre que Kinemon et les Fourreaux Rouges sont considérés comme étant des morts du passé qui avaient leur tombe sur Wano, ou encore quand on te dit que la fête que célèbrent les Wano Kunia actuellement est une fête qui célèbre les morts. Bref, cet arc est axé sur ce thème. Et dans cet arc où la mort est omniprésente, que ce soit à travers les mini-aventures comme celle où Pound s'en sort miraculeusement, ou dans le manga en lui-même avec la survie dans ce chapitre de Yogoro, Oda semble rechigner à faire mourir ses personnages. Qu'il ne fasse pas mourir Pound ou Yogoro, en soi, on n'en a pas grand chose à faire. Mais quel message envoie-t-il au lecteur en faisant ça ? À mon sens, il envoie un message qui est que tuer des personnages de son manga pour montrer qu'il y a du danger n'est pas un outil dont il compte beaucoup se servir. C'est pourquoi quand il y a des morts, c'est des gens du passé, comme Oden ou Mother Carmel, pour parler des arcs récents. Ou alors juste des personnages qui ont pour but uniquement de faire passer un flambeau à la génération suivante, comme Yasuie ou Pedro. C'est pas des acteurs de premier plan dans ces arcs. Et le problème c'est que c'est au niveau des acteurs principaux de ces arcs qu'on ne ressent pas de tension, de danger. Les acteurs principaux de ces arcs s'en sortent toujours, même quand ils sont dos au mur. Comme quand Jinbei a pu survivre à l'équipage de Big Mom et à Big Mom à la fin de Whole Cake. D'ailleurs on n'a toujours pas le pourquoi du comment. Idem sur Wano Kuni au début de l'arc avec Nami et compagnie qui ont pu survivre au Boro-Bress de Kaido qui avait carrément détruit une montagne, mais qui pour des raisons X ou Y ne leur a fait aucune égratignure. Ces choix, couplés aux gags à répétition dans une phase de l'arc où les gags n'ont pas forcément leur place, conduisent à ce qu'il y ait un manque d'enjeu. Et c'est un avis que j'ai vu pas mal revenir sur Twitter, et que personnellement je partage en partie, car nous sommes dans un arc prétendument inédit dans One Piece. Il aurait dû avoir un registre plus sombre, un ton à la hauteur des enjeux de cet arc, qui peuvent conduire à la destruction du monde de One Piece. Mais pourtant, Oda fait des gags comme si on était dans un arc lambda de One Piece. Et même dans les autres arcs de One Piece, en général, quand c'était le moment d'être sérieux, Oda stoppait les gags. Par exemple, quand Law et Luffy étaient face à Doffy et Treble, Oda avait cessé les gags pour nous faire ressentir une tension dans l'arc. Mais là, alors que Luffy et les Supernovas étaient sur le toit face aux Yonko, Oda a continué à faire des gags. Et continue toujours à en faire. Alors que nous sommes censés être dans une phase de l'arc où le gag n'a plus vraiment sa place. Surtout dans cet arc. Je trouve ça personnellement dommage car l'histoire est bonne, mais certains détails comme celui-ci conduisent à ce que pour moi l'arc Wano ne soit pas aussi lourd qu'il ne devrait l'être, qu'il ne soit pas à la hauteur de mes attentes personnelles. Pour moi, ça reste personnel, mais Wano ne figure pas dans le top 10 des arcs que je préfère dans One Piece. Et je trouve que Whole Cake que beaucoup ont taclé est excellent comparé à Wano. Ça reste que mon avis. D'ailleurs, mettez-moi votre top 10 en commentaire, peut-être que je mettrai le mien. Bref, pour en revenir au chapitre, les Waiters et les Pléazur se sont fait contaminer, et demandent à Queen de leur filer l'antidote. Mais celui-ci refuse et leur délivre le fond de sa pensée plutôt. Il leur dit qu'ils ne sont que de la main d'œuvre, et qu'en les contaminant, il leur a donné un rôle, celui de chair à canon, de sacrifice, pour diverses raisons comme le fait qu'il n'ait plus de smile pour les Waiters, ou comme le fait que les Pléazur soient des échecs et pas des surhommes. Au fond, il n'a pas tort. Mais est-ce que c'est intelligent de révéler le fond de sa pensée en prenant pas en considération les conséquences de son acte ? Barbe Blanche lui-même, qui était l'homme le plus fort, savait faire preuve d'intelligence dans ses rapports avec les autres. Il était l'homme le plus fort, mais il n'a pas hésité à brosser Baggy dans le sens du poil pour que les évadés d'Impel Down qui étaient avec lui se rallient à sa cause, et l'aident à Marineford. Queen est tout simplement un imbécile bouffi d'orgueil, c'est clairement la pire calamité. Il est carrément le meilleur allié des Mugiwara car outre le fait d'avoir sous-estimé Chopper qui a créé son propre virus pour détruire le sien, sa façon de s'adresser à ses subordonnés a conduit à ce que ceux-ci se rallient à l'Alliance une fois guéris du virus. Bon, on va souligner une mention honorable pour la claque que Chopper lui a mis. C'est vraiment honteux. Et dire que Queen se moquait de Jack. Je trouve que se faire baffer par Zunisha est moins honteux que se prendre un smash par Chopper. C'est minable pour une calamité. Mais par contre, le fait que Chopper ait son importance dans l'arc, c'est très cool.
Un peu à l'image d'Usopp sur Dressrosa, son altruisme a conduit à ce qu'il augmente de manière conséquente leur rang, et rallie à eux plein de gens qui de base n'étaient pas alliés. Par la suite, dans le chapitre, Oda nous met un Momo qui se transforme et le CP0 qui parle de son fruit. J'ai pas trop saisi pourquoi Oda a mis ces scènes, même si elles vont de pair, car avec sa taille actuelle, Momo ne peut pas faire grand chose. Après, à voir si avec les Rumble Balls ou autres, il ne pourrait pas accroître sa taille, et ainsi être utile dans cette bataille. Peut-être que c'est cette Rumble Ball qui transformera ce fruit considéré comme étant un échec par Vegapunk en fruit réussi, au plus grand regret du CP0. Pour finir, le chapitre fait un zoom sur le groupe des Fourreaux Rouges. Ils ont fini d'être soignés et Kawamatsu semble être le seul à avoir vu la personne qui s'est occupée d'eux. Pour être honnête, jusqu'à ce chapitre, je pensais qu'il s'agissait d'Iori, mais je commence à avoir des doutes, et à me dire que ceux qui disaient qu'il s'agissait de Toki n'ont peut-être finalement pas faux, car le fait que Kawamatsu dise ce qu'il a dit rend les théories les plus incroyables crédibles. Il dit, je cite, « J'ai eu l'impression que... non, j'ai dû rêver. C'est impossible de toute façon. » À travers cette réplique de Kawamatsu, Oda rend l'impossible retour de Toki crédible, et à mon sens il est d'autant plus crédible avec la scène qui suit. Oui, Oden est de retour. Ou pas. Ou peut-être que si. En vrai, on n'en sait rien. À l'heure actuelle, toutes les options sont envisageables. Et pour clôturer cette review, on va parler de ces différentes hypothèses. Sur mon compte Twitter, j'ai réalisé un sondage avec quelques hypothèses, je vous invite d'ailleurs à venir me follow, @bluekaizoku. Et si on peut tirer des conclusions de ce sondage, c'est que les avis divergent, et qu'il n'y a pas un consensus sur le qui est cette personne. La question fait débat. La première hypothèse est qu'il s'agit d'Onimaru. Ce renard avait la capacité de se métamorphoser, donc il aurait pu venir pour booster les Fourreaux Rouges. De plus, comme Samumu de mon serveur me l'a rappelé, il était le serviteur d'un daimyo. Donc il est tout à fait possible qu'il ait connu Oden, donc qu'il puisse reprendre son apparence et sa façon de parler, surtout qu'il a passé beaucoup de temps sur Wano. La seconde hypothèse serait que Kanjuro ait fait un dessin, qui ressemble à Oden. Cette hypothèse revient beaucoup et je dirais même que c'est la plus populaire, c'est celle qu'on m'a le plus envoyée. Kanjuro, comme Duz de mon serveur me l'a suggéré, aurait peut-être dessiné Oden pour faire diversion pour subtiliser Iori ou Toki, enfin la personne qui était en train de soigner les Fourreaux Rouges, et ceci sans que les Fourreaux Rouges ne s'en rendent compte, pour ne pas avoir à les affronter. Malin comme il est, Kanjuro aurait dessiné des fausses lames comme Samumu de mon serveur me l'a précisé pour que les Fourreaux Rouges ne se doutent pas du fait que ce soit un fake. Il jouerait sur l'émotion pour frapper un traître. Et si c'est vrai, c'est vraiment un enfoiré de première. Si par contre il fait ça pour booster les Fourreaux Rouges afin qu'ils retournent combattre, je trouverais ça toujours sombre quand même, surtout de jouer sur leurs émotions comme ça, mais il remonterait un peu plus dans mon estime. En tout cas pour moi, Kanjuro et Orochi ne sont certainement pas morts. La troisième hypothèse concerne Katarina Devon. Elle est aussi super populaire et j'ai vu plusieurs personnes théoriser dessus, que ce soit par rapport à la pose d'Oden qui ressemble à celle de Devon, ou par rapport au fruit de Devon qui lui permet de se transformer, ou à d'autres raisons. Mais pour le cas de Devon, on n'a pas vraiment besoin d'expliquer comment elle ferait, parce qu'elle peut le faire. La vraie question est de savoir pourquoi. Pourquoi elle prendrait l'apparence d'Oden. Et les raisons, c'est pas ce qui manque. Entre les fruits sur Wano qui peuvent intéresser Teach, le Road Poneglyph, ou encore Robin comme on en a parlé sur Twitter, et dont l'importance pour les Yonko vient d'être soulignée dans les précédents chapitres, les raisons c'est pas ce qui manque. Concernant cette dernière, ce serait un plot twist incroyable. Un plot twist qui aurait été bien amené et totalement crédible, surtout depuis qu'on a vu Capone kidnapper entre guillemets Sanji. Marshall D. Teach est un homme qui s'est introduit à Impel Down et à Marineford pour récupérer des membres d'équipage ou des fruits qui l'intéressent. Il aime les plans audacieux et très risqués, faire ce que les gens n'imaginent pas. Donc à mon sens, il pourrait totalement envoyer des membres de son équipage se charger de cette mission qui est primordiale pour accomplir son rêve. La quatrième hypothèse serait un retour d'Oden. Beaucoup pensent que c'est impossible car on n'a pas de marque de brûlure. Qui plus est, on a déjà eu une scène similaire dans One Piece, à Impel Down. Quand Bon Clay était parti à la rencontre de Luffy, il avait pris l'apparence de Zoro avant de lui montrer son vrai visage. Donc ça peut totalement être un fake. Oda l'a déjà fait. Ceux qui défendent cette théorie disent que Toki aurait utilisé une capacité qui nous est inconnue, en lien avec son fruit, pour ramener Oden dans le futur, avant qu'il ne soit tué. L'envoyer lui ou sa conscience, pour un temps limité ou illimité.
et les personnes qui défendent cette théorie parlent d'un potentiel éveil du fruit de Toki, qui permettrait de faire ça. Bref. Cette théorie est surtout appuyée par le fait que dans ce chapitre, Kawamatsu semble avoir aperçu une personne qui ne pouvait pas être là, qui était dans l'impossibilité d'être là, au point qu'il considère que la présence de cette personne est un rêve. Et si cette personne était Toki? C'est vrai, on n'a pas eu de nouvelles d'elle, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et si elle était toujours en vie? Et si elle avait ramené Oden avec elle? Ou envoyé Oden dans le futur? Plusieurs autres éléments de ce chapitre vont dans le sens de cette théorie, qui dirait que c'est vraiment Oden, comme par exemple son rire qui est son vrai rire, et que peu de gens peuvent connaître. Il y a aussi des éléments comme le passage du chapitre 972 dont on m'a parlé, passage dans lequel Toki dit à Oden quand elle le voit pour qu'il lui remette ses sabres, je cite, « Oh, mais tu ne vas pas mourir ». Un élément qui peut paraître anodin mais qui pourrait prendre tout son sens si cette théorie s'avère vraie. À mon sens, c'est l'hypothèse la moins crédible des 4 que je vous ai présentées si vous me demandez ça en tant que théoricien. Mais en tant que lecteur de One Piece, c'est celle qui me hype le plus. Le seul hic serait au niveau du flashback, est-ce qu'il serait aussi impactant si Oden était finalement en vie? À moins qu'Oden ne soit pas de retour en tant qu'acteur mais en tant que spectateur, en fonction du comment il s'est retrouvé dans cette timeline. Mais cette option me hype personnellement, du coup j'ai hâte de voir la suite. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, quelle hypothèse te plaît le plus, quel est ton top 10 des arcs de One Piece. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on fait des reacts d'animes, de mangas, de films d'horreur, on parle de One Piece. Le nom de la chaîne c'est Blue Kei Senpai et le lien est en description. Sur ce, ciao la team.